En 1834, dans une petite maison de pierre grise des faubourgs de Clermont-Ferrand, une femme de 24 ans s'arrachait méthodiquement les ongles un à un avec un couteau de cuisine émoussé, le visage serein comme celui d'une madone de marbre, tandis que son mari hurlait d'horreur dans la pièce voisine. Le sang coulait lentement sur ses doigts, fins et pâles, formant de petites flaques cramoisies qui s'élargissaient sur le plancher de chêne ciré, mais ses yeux bleus demeuraient fixes et paisibles, presque contemplatifs, comme si elle observait un paysage lointain et apaisant plutôt que sa propre mutilation volontaire. Ses lèvres esquissaient même un sourire étrange, celui d'une personne enfin délivrée d'un fardeau trop lourd à porter depuis des années. Avant de vous raconter cette histoire véridique qui défiera tout ce que vous croyez savoir sur la nature humaine et les limites insoupçonnées de l'endurance, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car cette histoire extraordinaire mais authentique pourrait bien changer à jamais votre regard sur les mystères que recèle notre propre corps et les secrets douloureux que nous portons tous en silence. L'Auvergne, de 1834, respirait encore la sueur froide des révolutions passées et les incertitudes d'un royaume laborieusement en reconstruction. Dans cette région volcanique, au relief tourmenté où les pierres noires de lave semblaient garder éternellement la mémoire des brasiers souterrains et des colères géologiques anciennes, la restauration monarchique de Louis-Philippe tentait laborieusement de remettre de l'ordre durable dans un royaume encore profondément secoué par les soubresauts politiques violents des décennies précédentes. Les cicatrices profondes de la Révolution de 89 et de l'épopée napoléonienne marquaient encore douloureusement les esprits et transformaient les paysages sociaux. Guillotines soigneusement démontées, dont on retrouvait parfois les pièces métalliques rouillées dans les greniers poussiéreux. Registres paroissiaux minutieusement lacérés et parfois brûlés pendant la terreur jacobine. Familles entières définitivement déchirées entre les partisans nostalgiques de l'Ancien Régime et les fidèles inconditionnels de l'épopée impériale. Clermont-Ferrand, capitale administrative du Puy-de-Dôme, avec ses ruelles pavées de galets noirs serpentant étroitement entre les maisons typiques construites en pierre de lave locale, ses ateliers d'artisans résonnant perpétuellement du bruit métallique du marteau sur l'enclume et ses majestueuses églises romanes dressées comme d'antiques forteresses de foi contre le ciel, changeant et capricieux. X d'Auvergne était alors une cité laborieuse et commerçante de près de 15 000 âmes industrieuses. Ses habitants, artisans qualifiés et commerçants prospères pour la grande majorité, se regroupaient naturellement et traditionnellement par quartiers spécialisés selon leurs métiers héréditaires séculaires. Les tanneurs et corroyeurs s'installaient systématiquement près des rives de la rivière Tirtaine, dont les eaux vives et pures emportaient efficacement les déchets malodorants de leur industrie. Les tisserands et les fileurs préféraient les faubourgs septentrionaux où l'air était naturellement plus pur et plus salubre, tandis que les forgerons et les maréchaux ferrants se concentraient logiquement autour de la rue de la Boucherie, où l'approvisionnement régulier en charbon de terre était géographiquement plus aisé et économiquement moins coûteux. L'atmosphère sociale et intellectuelle de cette époque de transition historique était particulièrement lourde de superstitions séculaires solidement enracinées, mêlées intimement aux premiers balbutiements encore timides et hésitants de la science moderne et rationnelle. Les médecins fraîchement diplômés et formés selon les méthodes nouvelles dans les prestigieuses universités royales côtoyaient encore quotidiennement et sans complexe les rebouteux traditionnels et les guérisseuses empiriques de villages héritières de savoirs ancestraux. La forge prospère de Pierre Bertrand se dressait fièrement et solidement rue de la Boucherie, une artère commerçante étroite mais animée, où l'odeur âcre et caractéristique du fer rouge chauffé au brasier se mêlait perpétuellement et de manière presque rituelle aux effluves organiques du sang frais des bouchers voisins et aux parfums épicés et exotiques des marchands d'aromates orientales qui apprent, visionnent toute la région. Pierre Bertrand,
Homme trapu et vigoureux de 43 ans, aux avant-bras puissants et musculeux, définitivement marqué par 40 années de labeur quotidien intense au contact direct du métal brûlant et des outils lourds, avait hérité légitimement de son père défunt et de son grand-père vénéré cet atelier familial sombre et enfumé, où le feu sacré de la forge artisanale ne s'éteignait jamais, complètement. Sa femme légitime, Marie-Louise Désirée Faure, fille unique et chérie d'un tisserand particulièrement prospère et respecté de Riom, l'avait épousé en grande pompe en 1808 après une cour respectueuse et traditionnelle de 2 années entières, scrupuleusement conforme aux usages bourgeois de l'époque. Le couple uni et harmonieux menait une existence paisible et laborieuse, agréablement rythmée par le travail quotidien consciencieux de l'aube au crépuscule et les offices dominicaux solennels à la majestueuse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Leur union conjugale bénie et prospère, honorée par 6 années consécutives de bonheur tranquille et de prospérité commerciale croissante, n'avait été assombri et attristé que par une seule ombre persistante et douloureuse, l'absence inexpliquée et inexplicable d'enfants qui privait ce foyer aimant de la descendance ardemment désirée. Tout bascula irrémédiablement et de manière dramatique le 23 octobre 1810, date mémorable gravée à jamais dans la mémoire familiale, lorsque Marie-Louise donna enfin naissance dans la douleur à leur premier enfant, tant attendu après un accouchement particulièrement difficile, laborieux et douloureux, qui avait duré près de 20 heures interminables d'angoisse et de souffrance, et la petite fille nouveau-née, aux cheveux bruns soyeux et fins, et aux yeux d'un bleu profond et lumineux comme les lacs purs de montagne, qu'ils prénommèrent solennellement Agnès, en l'honneur respectueux de la sainte patronne traditionnelle des jeunes filles et de la pureté virginale, semblait parfaitement et normalement constituée, remarquablement vigoureuse et naturellement éveillée selon tous les critères médicaux de l'époque. Dès les premiers mois délicats de sa jeune existence terrestre, Agnès Bertrand présenta des comportements particuliers et troublants qui glacèrent progressivement et de manière inexorable le sang de ses parents aimants, attentifs et naturellement inquiets pour leur premier-né. Au tout début de cette étrange manifestation, ces signes particuliers et ces manifestations inexplicables furent naturellement et logiquement attribués par l'entourage familial à la robustesse légendaire et proverbiale des enfants auvergnats, traditionnellement réputés dans toute la France, plus résistants et plus endurants que leurs petits camarades des plaines fertiles ou des régions côtières, PLA. Clémente. L'enfant ne pleurait jamais, ou presque jamais, même lorsque les épingles métalliques de ses langes la transperçaient accidentellement, la peau délicate et rosée de ses cuisses potelées ou de ses bras ronds. Marie-Louise découvrit un matin glacial de décembre plusieurs gouttes de sang rouge vif et frais séchées sur les linges de baptême immaculés, mais Agnès dormait paisiblement et sereinement dans son berceau familial de bois, sculpté par Pierre lui-même. Un sourire angélique et mystérieux illuminant naturellement ses traits fins et harmonieux. Les nourrices expérimentées et respectées du quartier traditionnel, consultées avec une inquiétude croissante par Marie-Louise de plus en plus perplexe et angoissée, se montrèrent d'abord rassurantes et bienveillantes selon leur habitude professionnelle séculaire. Certains enfants naissent naturellement et providentiellement plus courageux et plus résistants que d'autres, affirmait avec l'autorité de l'expérience la mère Dupuis, sage-femme particulièrement respectée et universellement expérimentée, qui avait professionnellement et consciencieusement mis au monde plus de la moitié des habitants actuels de la rue, et qui jouissait dans tout le quartier d'une réputation méritée de sagesse pratique et de compétences techniques incontestables. Quand Agnès commença naturellement à se déplacer à 4 pattes vers l'âge normal de 8 mois révolus, explorant avec la curiosité instinctive de l'enfance son petit univers familier et sécurisé, elle manifestait une témérité remarquable et une absence totale de prudence élémentaire qui dépassait largement la curiosité normale et innocente d'un enfant de son âge chronologique.
Elle s'approchait sans la moindre hésitation, ni la plus petite crainte du foyer rougeoyant et dangereux de la cuisine familiale, posant délibérément et méthodiquement ses petites mains potelées et innocentes directement sur les braises encore rouges vives et brûlantes, avec un sourire béat et concentré, paisible et serein, comme si elle caressait tendrement et amoureusement des fleurs tièdes et parfues, mais du jardin ou des chatons endormis et inoffensifs. Marie-Louise découvrit les premières brûlures véritables et inquiétantes par hasard et par accident, en changeant routinièrement la fillette par un matin particulièrement froid et venteux de décembre, où la température était descendue bien en dessous de 0. Les paumes minuscules et délicates d'Agnès étaient horrifiquement marquées de cloques profondes et douloureuses à voir, certaines déjà visiblement infectées et suintant un liquide jaunâtre et visqueux qui tachait irrémédiablement les linges propres et immaculés. Mais l'enfant gazouillait joyeusement et innocemment comme si de rien n'était, jouant insouciamment avec ses orteils roses et souriant béatement aux anges sculptés qui ornaient artistiquement son berceau familial. Affolée et ne sachant plus du tout à qui confier ses craintes grandissantes et ses inquiétudes légitimes, Marie-Louise courut précipitamment chercher le père Roussel, curé vénérable et respecté de la paroisse Saint-Pierre. Cet homme vénérable, âgé de 65 ans, au visage profondément creusé par les jeûnes réguliers et les longues heures de prière solitaire, aux cheveux blancs, comme neige qui auréolait majestueusement un front haut et intelligent marqué par la réflexion philosophique et la méditation spirituelle constante, jouissait dans tout le quartier et même au-delà d'une réputation parfaitement méritée, de sagesse pratique et de discrétion absolue qui en faisait naturellement et universellement le confident privilégié et recherché de toutes les âmes en peine du quartier. Le prêtre consciencieux et expérimenté examina minutieusement et méthodiquement les blessures troublantes d'un œil d'abord clinique et détaché, puis de plus en plus troublé, perplexe et franchement inquiet. Il avait personnellement et solennellement baptisé des centaines d'enfants innocents au cours de ces 30 années consécutives de sacerdoce fidèle et dévoué, assisté professionnellement à des naissances particulièrement difficiles et traumatisantes, consolé charitablement des familles entières cruellement éprouvées par la maladie incurable, la guerre meurtrière ou la mort prématurée, béni religieux, heureusement des mourants résignés et enterrés dignement des innocents, mais jamais, au grand jamais dans toute son expérience pastorale, il n'avait vu ou même entendu parler d'une pareille indifférence surnaturelle et incompréhensible face à la souffrance physique la plus élémentaire. Après avoir récité consciencieusement plusieurs prières propitiatoires appropriées et aspergé religieusement la fillette innocente d'eau bénite fraîchement puisée dans le bénitier de cristal taillé qu'il transportait toujours soigneusement avec lui lors de ses visites pastorales officielles et de ses missions de charité, le père Roussel conseilla vivement et instamment aux parents angoissés et s'emparer de consulter sans le moindre délai le docteur Ferrand, médecin particulièrement réputé et universellement respecté de la ville haute bourgeoise. Jean-Baptiste Ferrand était un homme de science particulièrement respecté et universellement reconnu de 45 ans, formé selon les méthodes les plus modernes et les plus avancées à la prestigieuse faculté de médecine de Paris dans les années fastes et glorieuses de l'Empire napoléonien, qui avait consciencieusement rapporté dans sa province natale et traditionnelle les méthodes révolutionnaires d'observation clinique méthodique et d'analyse scientifique rigoureuse, développées et perfectionnées par les maîtres incontestés de la capitale. Quand Pierre Bertrand se présenta respectueusement à son cabinet médical par un après-midi particulièrement pluvieux et venteux de janvier, tenant précautionneusement Agnès, soigneusement emmitouflée dans ses bras puissants et protecteurs, le médecin expérimenté reçut cette famille d'artisans honnêtes avec la courtoisie distante mais authentiquement bienveillante qu'il réservait habituellement et consciencieusement à sa clientèle populaire laborieuse. Il procéda consciencieusement à un examen minutieux et parfaitement méthodique qui dura plus de 2 heures interminables et angoissantes,
utilisant successivement et systématiquement tous les instruments sophistiqués et précis de son arsenal, diagnostic complet et moderne. Il piqua délicatement la peau innocente de l'enfant avec une aiguille fine préalablement stérilisée à la flamme d'une chandelle de cire pure, approcha progressivement et prudemment une bougie allumée de ses doigts, menus en observant attentivement ses réactions avec une loupe grossissante, serra méthodiquement ses membres avec une force croissante et parfaitement mesurée, testa systématiquement ce réflexe avec un petit marteau de caoutchouc spécialement importé d'Angleterre. Aucune réaction visible n'était perceptible, pas le moindre tressaillement involontaire, aucun signe de gêne ou d'inconfort, même minimal. Le docteur Ferrand, troublé au-delà de toute expression professionnelle par cette anomalie médicale extraordinaire qui défiait totalement son expérience clinique et ses connaissances théoriques les plus solides, consulta méthodiquement et fiévreusement ses ouvrages de référence les plus savants et les plus récents. Les traités révolutionnaires de Xavier Bichat sur l'anatomie générale et la physiologie comparée, les travaux novateurs de François Brousset sur l'irritation tissulaire et la pathologie inflammatoire, les dernières publications scientifiques de la prestigieuse École de Paris sur les maladies nerveuses et leur classification nosologique moderne. Aucun manuel médical, même le plus spécialisé et le plus récent, ne décrivait ou même n'évoquait de loin semblable anomalie neurologique ou physiologique. Face à cette énigme médicale absolue qui défiait toutes ses connaissances théoriques et pratiques les plus fondamentales, le praticien consciencieux et honnête ne put que recommander une surveillance attentive et constante de l'enfant et des précautions extrêmes pour éviter les blessures graves qui ne manqueraient pas de survenir régulièrement. Les années suivantes transformèrent progressivement et inexorablement la maison paisible des Bertrand en un véritable calvaire quotidien qui épuisait moralement et physiquement toute la famille unie. Agnès grandissait apparemment normalement sur le plan physique et intellectuel, développant même une précocité remarquable et troublante qui étonnait et impressionnait profondément tous ceux qui la rencontraient, mais son insensibilité persistante et inexplicable à la douleur la mettait constamment en danger mortel, transformant chaque instant de sa jeune existence en une menace potentielle visible et terrifiante. À 3 ans révolus, elle s'était déjà fracturé gravement le poignet gauche en tombant malencontreusement de l'escalier de bois ciré qui menait au grenier familial, continuant à jouer innocemment avec ses poupées de chiffon pendant des heures interminables avec l'os manifestement déplacé sous la peau tendue et décolorée. À 4 ans précisément, elle avait failli perdre définitivement 2 doigts dans l'engrenage impitoyable du moulin à grains que Pierre utilisait quotidiennement pour préparer soigneusement la nourriture des poules et des lapins familiaux. À 5 ans exactement, elle s'était gravement et profondément brûlé le pied droit en marchant délibérément sur un fer rouge que Pierre avait posé négligemment au sol pour le laisser refroidir naturellement après le forgeage minutieux d'un fer à cheval. Pierre dut abandonner peu à peu son travail rémunérateur et sa clientèle fidèle pour se consacrer entièrement et exclusivement à la surveillance permanente de sa fille, jour et nuit, sans interruption. Il installa méthodiquement des barreaux de fer forgés aux fenêtres de toute la maison familiale, cadenassa soigneusement tous les outils tranchants dans un coffre de fer massif qu'il gardait toujours sur lui et dont il était le seul à posséder la clé, fit murer définitivement l'accès direct entre la maison familiale et la forge dangereuse. Mais Agnès, curieuse et intrépide par nature, dotée d'une intelligence vive qui croissait de jour en jour avec l'âge, trouvait toujours le moyen ingénieux de déjouer ces précautions pourtant minutieuses et bien pensées. Elle cueillait les orties sauvages à pleine main pour en confectionner des bouquets innocents qu'elle offrait ensuite à sa mère avec un sourire radieux et fier, marchait délibérément pieds nus sur les tessons coupants de bouteilles brisées qu'elle collectionnait méticuleusement dans une boîte à chaussures comme des trésors précieux et mystérieux, mordait volontairement sa propre langue jusqu'au S, en part simple jeu enfantin. Le quartier entier commença à murmurer et à jaser dès la 3e année de ces incidents répétés et de plus en plus graves. Marie-Louise,
Épuisée physiquement par la surveillance constante et moralement par les ragots malveillants qui circulaient dans tout le quartier, maigrissait visiblement à vue d'œil. Pierre, de son côté, voyait sa clientèle fidèle diminuer progressivement et inexorablement. Le père Roussel multipliait ses visites pastorales charitables, tentant d'apporter du réconfort spirituel et des conseils avisés à cette famille si cruellement éprouvée par le destin. Mais au fond de lui, une sourde angoisse théologique grandissait chaque jour. Et si cette enfant innocente était véritablement marquée par quelque chose de plus sombre et dangereux que la simple maladie naturelle? En 1816, alors qu'Agnès atteignait ses 6 ans et montrait déjà une intelligence remarquable qui impressionnait et parfois inquiétait tous ceux qui la rencontraient, un événement particulièrement troublant vint bouleverser davantage encore l'équilibre précaire et fragile de la famille. Un colporteur de passage, marchand ambulant habitué aux routes et aux auberges, témoin fortuit d'une scène où la fillette se brûlait gravement la main sur un fer rouge sans manifester la moindre réaction, répandit l'histoire dans toute la région avec les exagérations naturelles et commerciales propres à son métier de conteur itinérant. L'attention croissante et malsaine portée à Agnès transforma progressivement et irrémédiablement la vie paisible des Bertrand en un spectacle morbide permanent dont ils ne parvenaient plus à maîtriser les contours ni à prévoir les développements. Au début de cette notoriété involontaire, seuls quelques habitants oisifs de Clermont-Ferrand venaient satisfaire leur curiosité dominicale un après-midi de repos. Mais la réputation extraordinaire de la fillette s'étendit rapidement et inexorablement aux villages environnants grâce aux récits déformés et amplifiés des voyageurs, des marchands itinérants et des pèlerins qui sillonnaient les routes d'Auvergne. Le colporteur, homme âgé d'une 50aine d'années et rompu aux techniques de narration qui captivent les foules dans les foires et les marchés, transforma rapidement l'incident réel en récit fantastique et merveilleux, ajoutant des détails surnaturels de son invention et présentant Agnès tantôt comme une sainte enfant bénie par les anges, tantôt comme une créature diabolique selon l'humeur et les croyances religieuses de son auditoire particulier. Les dimanches après la grand-messe, des familles entières venues parfois de très loin se détournaient délibérément de leur chemin habituel pour passer devant la forge des Bertrand, dans l'espoir d'entrevoir celle qu'on surnommait désormais dans toute la région la fille sans douleur ou l'enfant aux stigmates invisibles. Ces cortèges improvisés et bruyants créaient des embouteillements considérables dans la rue étroite, obligeant les habitants du quartier à jouer des coudes et parfois à se quereller pour rentrer chez eux ou vaquer à leurs occupations légitimes. Des marchands ambulants sans scrupules s'installèrent même à demeure près de la forge familiale, vendant aux curieux naïfs des amulettes prétendument bénies par la Sainte Enfant et des onguents miraculeux censés reproduire fidèlement son insensibilité légendaire à la douleur. Pierre tenta plusieurs fois énergiquement de chasser ces profiteurs, mais il revenait sans cesse, attiré irrésistiblement par cette clientèle facile et inépuisable de pèlerins crédules. C'est précisément à cette époque critique et troublée que débarqua à Clermont-Ferrand un personnage qui allait marquer durablement et de façon décisive le destin tragique d'Agnès. Théophile Gasnier, médecin parisien réputé de 52 ans, qui se présentait avec autorité comme spécialiste reconnu des maladies nerveuses et membre correspondant de la prestigieuse Académie royale de médecine. Contrairement aux charlatans et aux illuminés qui l'avaient précédé dans cette maison, Gasnier présentait des références irréprochables et impressionnantes. Diplôme authentique de la faculté de médecine de Paris, signé des plus grands maîtres, lettres de recommandation circonstanciées signées de sommités médicales incontestablement reconnues, autorisation officielle et en bonne forme des autorités préfectorales compétentes. Madame Bertrand, déclara-t-il finalement après avoir observé la fillette pendant toute une journée entière, parlant avec l'autorité tranquille et rassurante de la science officielle, votre fille présente une anomalie neurologique d'un intérêt scientifique absolument considérable et sans précédent connu. Cette condition rarissime, que nous appelons analgésie congénitale dans nos traités spécialisés les plus récents,
n'a été documenté et étudié que dans de très rares cas isolés à travers toute l'Europe savante. Marie-Louise, épuisée physiquement et moralement par des années d'angoisse constante et d'isolement social croissant, accepta cette proposition dans l'espoir désespéré qu'enfin quelqu'un de compétent et d'autorisé apporterait des réponses scientifiques claires à leurs questions lancinantes. Pierre, naturellement plus méfiant et prudent, posa néanmoins des conditions strictes et non négociables. Les examens auraient lieu exclusivement en sa présence vigilante. Aucune procédure ne devrait mettre Agnès en danger, même minimal, et il se réservait expressément le droit d'interrompre immédiatement les séances si sa fille manifestait la moindre gêne ou inquiétude. Gasnier installa son laboratoire de fortune dans l'arrière-boutique de la Forge, avec un soin méticuleux et une précision maniaque qui impressionnèrent profondément toute la famille Bertrand. Pendant 3 semaines interminables qui parurent une éternité aux parents anxieux et inquiets, il soumit quotidiennement Agnès à une série exhaustive de tests d'une précision scientifique inégalée pour l'époque. Les résultats minutieusement consignés dans son carnet de cuir noir révélaient progressivement une absence totale et inexplicable de sensibilité à la douleur, mais une préservation complète et normale des autres sens fondamentaux. Plus troublante encore pour un observateur scientifique exercé, Agnès semblait avoir développé spontanément une acuité tout à fait extraordinaire des sens compensatoires. Son ouïe fine détectait des sons imperceptibles aux autres, son odorat développé identifiait des parfums subtils à des distances considérables. Sa vue perçante perçait l'obscurité mieux que celle d'un chat sauvage. Cet enfant exceptionnel, confia Gasnier à Pierre lors de leur dernière entrevue officielle, pesant soigneusement chaque mot avec la gravité solennelle d'un homme de science conscient de ses responsabilités, représente un mystère médical absolu et sans précédent dans toute la littérature scientifique européenne. Je dois absolument la présenter à mes confrères les plus éminents de la capitale, aux plus grands spécialistes de notre époque qui seuls peuvent apprécier l'importance de cette découverte. La proposition ambitieuse de Gasnier plongea immédiatement la famille dans un dilemme moral déchirant qui occupa leurs pensées jour et nuit pendant des semaines entières. Le médecin parisien promettait une reconnaissance scientifique internationale et peut-être même une compréhension définitive de l'état mystérieux d'Agnès. Mais il exigeait fermement de l'emmener dans la capitale pour des examens beaucoup plus poussés dans les hôpitaux spécialisés de la Salpêtrière et de l'Hôtel-Dieu. Marie-Louise, terrifiée à l'idée de voir sa fille unique, transformée en objet d'étude permanent et exhibée devant des amphithéâtres bondés d'étudiants en médecine curieux et irrespectueux, refusa catégoriquement et avec véhémence la proposition séduisante. Pierre hésitait douloureusement, partagé entre son instinct protecteur paternel naturel et l'espoir tenace d'obtenir enfin des réponses claires qui pourraient améliorer définitivement la vie difficile de sa famille. L'intervention inattendue du père Roussel compliqua encore davantage la situation familiale de manière imprévisible. Le vieux prêtre respectable avait reçu des instructions pressantes et détaillées de l'évêché de Clermont, lui-même alerté par des rapports inquiétants et répétés sur les événements étranges de la rue de la Boucherie, qui commençaient à faire scandale dans toute la région. Monseigneur de Bonald, évêque influent de Puy et administrateur apostolique temporaire du diocèse de Clermont, homme rigoriste de 70 ans au visage austère, marqué par des décennies de lutte acharnée contre les superstitions populaires, exigeait personnellement un examen ecclésiastique approfondi et méthodique d'Agnès avant que toute décision importante ne soit prise concernant son avenir. « Mes chers paroissiens bien-aimés », déclara solennellement le père Roussel lors d'une visite officielle particulièrement grave, s'exprimant avec la gravité cérémonieuse que réclamaient impérieusement les circonstances exceptionnelles. L'Église de France ne peut et ne doit rester indifférente à des phénomènes troublants qui agitent la foi simple des fidèles et attirent l'attention de personnes d'eau. Honteux, les intentions ne sont pas toujours pures ni conformes à la doctrine. Il nous faut déterminer avec certitude si cette condition particulière relève de la médecine naturelle ou d'influence spirituelle qui échapperait aux lois divines ordinaires.
Cette allusion voilée mais transparente à une possible origine diabolique terrifia Marie-Louise bien plus encore que les propositions scientifiques de Gasnier. Elle connaissait parfaitement les histoires sanglantes de procès en sorcellerie qui avaient ensanglanté la région 2 siècles plus tôt. Les bûchers terrifiants de femmes innocentes accusées de pacte avec le démon. Les interrogatoires impitoyables menés par l'Inquisition dans les caves humides des couvents. Pendant ce temps troublé, Agnès grandissait paisiblement dans cette atmosphère lourde de suspicions grandissantes et d'angoisse familiale, développant une maturité psychologique précoce qui surprenait et parfois inquiétait tous ceux qui la rencontraient. À 8 ans révolus, elle avait acquis une intelligence remarquable et une capacité d'observation qui dépassait largement son âge chronologique. Elle comprenait parfaitement toutes les discussions d'adultes concernant sa condition particulière, saisissant avec une perspicacité troublante des nuances psychologiques et sociales que des enfants normaux de son âge n'auraient jamais perçues. Un soir mémorable de février 1818, alors qu'une tempête de neige particulièrement violente et inhabituelle isolait complètement Clermont-Ferrand du reste du monde et que les bourrasques glaciales faisaient trembler dangereusement les volets de toutes les maisons du quartier, Agnès disparut mystérieusement et sans explication de la maison familiale. Marie-Louise, qui vérifiait rituellement et anxieusement la chambre de sa fille avant de se coucher chaque soir, la découvrit absente au petit matin, son lit soigneusement défait, mais froid depuis de longues heures. Après 6 heures d'angoisse insoutenable, ils la trouvèrent finalement assise paisiblement sur les marches gelées de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, les pieds nus et ensanglantés par la longue marche sur la neige durcie et les pavés glacés, mais le visage sereinement tourné vers le ciel gris et menaçant, avec une expression de sérénité absolue et troublante. « Papa » dit-elle simplement d'une voix claire et posée qui contrastait saisissamment avec le silence ouaté de la neige qui continuait de tomber. J'ai prié longuement pour que Dieu m'explique enfin pourquoi je ne sens rien comme les autres enfants de mon âge. Je pensais qu'ici, dans sa maison sacrée, il m'entendrait mieux et me répondrait. Mais il ne m'a pas répondu, ou alors je n'ai pas su comprendre sa réponse. Cette fugue mémorable marqua un tournant inquiétant et décisif dans l'attitude générale d'Agnès. Elle devint progressivement plus silencieuse, plus renfermée sur elle-même, passant de longues heures solitaires à observer ses propres mains avec une attention fascinée et troublante, comme si elle cherchait obstinément à percer le mystère de son insensibilité en scrutant sa propre chair avec une intensité scientifique. Si ces événements vous donnent des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à cet enfant extraordinaire. Car les développements les plus troublants de cette histoire vraie sont encore à venir. En 1820, Agnès atteignit ses 10 ans dans un contexte de tension croissante qui transformait sa vie en un véritable cauchemar éveillé. Gasnier était reparti à Paris en promettant solennellement de revenir avec une délégation impressionnante de savants européens. L'évêché intensifiait dangereusement ses pressions pour un examen ecclésiastique approfondi que retardaient sans cesse des questions de procédure, et la population locale se montrait de plus en plus ouvertement hostile à cette famille qui attirait tant d'attention indésirables sur leur quartier paisible. Les commerçants du voisinage commençaient à se plaindre ouvertement de ces cortèges de curieux qui perturbaient leur activité quotidienne. Le boulanger Chartier avait même adressé une pétition officielle au maire, réclamant des mesures énergiques pour faire cesser ce scandale qui nuit gravement à la réputation commerciale de notre rue. Les autorités municipales, embarrassées par cette affaire qui échappait totalement à leurs compétences administratives, se contentaient d'envoyer occasionnellement quelques agents pour disperser les attroupements les plus importants et les plus bruyants. C'est à cette époque critique qu'un nouvel acteur fit son entrée dramatique dans le drame. Auguste de Montcalm, riche propriétaire terrien de 48 ans possédant plusieurs domaines dans les environs de Riom, collectionneur passionné d'objets rares et de curiosités médicales, homme cultivé qui entretenait une correspondance suivie avec les plus grands esprits scientifiques de son temps.
Montcalm avait entendu parler d'Agnès par l'intermédiaire de relations parisiennes influentes et nourrissait le projet ambitieux de créer un cabinet de curiosités naturelles dans son château ancestral de Beauregard. Ce château, bâti au XVIe siècle sur les hauteurs boisées qui dominent majestueusement la plaine fertile de Limagne, avait été modernisé par les générations successives de Montcalm, jusqu'à devenir l'une des demeures les plus raffinées et les plus admirées de la région. Ces jardins à la française, dessinés par un élève direct de Lenôtre, s'étendaient harmonieusement sur plusieurs hectares, et ses collections d'art et de sciences naturelles rivalisaient avantageusement avec celles des plus grands amateurs parisiens. Il se présenta chez les Bertrand, non pas en demandeur, mais en bienfaiteur éclairé conscient de ses responsabilités sociales. Grand homme distingué aux cheveux grisonnants, soigneusement peignés, aux manières raffinées, hérité de plusieurs générations d'aristocratie provinciale, et au verbe élégant, teinté d'un léger accent auvergnat, il proposa d'acheter la forge à un prix généreux et d'offrir à toute la famille une vie confortable dans une dépendance de son domaine, en échange de la possibilité d'étudier Agnès dans des conditions idéales. Monsieur Bertrand, déclara-t-il lors de leur première entrevue, s'exprimant avec l'aisance naturelle de quelqu'un habitué à commander et à convaincre, votre fille est un trésor de la nature qui mérite d'être préservé et étudié dans les meilleures conditions possibles. Je ne propose pas de l'exploiter comme un vulgaire phénomène de foire, mais de lui offrir une éducation de qualité digne de ses capacités exceptionnelles, tout en permettant à la science de percer ses mystères dans le respect de sa dignité humaine. L'offre était alléchante, au-delà de tout ce que la famille avait pu espérer. Une rente viagère qui leur assurerait un niveau de vie bourgeois, un logement dans un pavillon isolé mais confortable du château, les services d'un précepteur qualifié pour parfaire l'éducation d'Agnès, l'accès à une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, et la garantie formelle que les examens médicaux se feraient dans le respect de sa dignité et de sa sécurité. Pierre et Marie-Louise, épuisés par des années de difficultés croissantes et séduits par la perspective d'échapper enfin aux regards indiscrets et aux commentaires malveillants, acceptèrent la proposition après plusieurs jours de réflexion intense. Le déménagement eut lieu au printemps 1821, par une matinée ensoleillée qui semblait promettre un nouveau départ pour cette famille éprouvée. Le château de Beauregard, situé sur les hauteurs boisées dominant la plaine de Limagne, offrait un cadre somptueux mais suffisamment isolé pour garantir la tranquillité. Le pavillon attribué aux Bertrand était une ancienne maison de gardien rénovée avec goût, comprenant de vraies chambres avec cheminée, une cuisine moderne équipée d'un fourneau à charbon dernier cri, un salon confortable et même une petite bibliothèque garnie d'ouvrages choisis. Auguste de Montcalm se montra un hôte parfait, attentionné sans être indiscret, cultivé sans être pédant, respectueux des habitudes familiales tout en introduisant progressivement les Bertrand au raffinement de la vie châtelaine. Il organisa des dîners où Pierre découvrait des mets inconnus, fit confectionner pour Marie-Louise des robes dignes de son nouveau statut et surtout veilla personnellement à l'éducation d'Agnès. Agnès sembla d'abord s'épanouir miraculeusement dans ce nouvel environnement privilégié. Elle découvrait les joies de la lecture dans la bibliothèque exceptionnelle du château, une merveille de 30 000 volumes rassemblés sur 3 siècles par les Montcalm bibliophiles. Elle apprenait les bases du latin et du grec avec le précepteur engagé spécialement pour elle, un jeune abbé érudit nommé Fabien Delacroix, qui s'émerveillait de ses capacités d'assimilation extraordinaires. Elle explorait les jardins à la française et les bois environnants avec une liberté qu'elle n'avait jamais connue, découvrant la botanique grâce aux collections de Montcalm, s'initiant à l'astronomie dans l'observatoire aménagé au sommet de la tour principale. Sa condition particulière, loin d'être un handicap dans ce cadre privilégié, lui permettait des expériences inédites que d'autres enfants n'auraient pu supporter. Elle pouvait marcher pieds nus sur la neige hivernale pour observer les cristaux de glace qui se formaient sur les branches, cueillir des roses sans craindre les épines les plus acérées, explorer des ruines dangereuses du parc sans appréhension,
Cette liberté nouvelle semblait développer sa personnalité dans des directions inattendues, révélant une créativité et une curiosité intellectuelle qui s'épanouissaient dans ce milieu stimulant. Mais cette apparente idylle masquait une réalité progressivement plus sombre qui n'apparut qu'après plusieurs mois de cohabitation apparemment harmonieuse. Montcalm avait en effet discrètement transformé une aile entière du château en laboratoire médical d'une sophistication remarquable pour l'époque, équipé d'instruments venus de toute l'Europe et de substances chimiques rares qui avaient coûté une fortune. Chaque jour, sous prétexte de vérification de routine, Agnès devait se soumettre à des examens de plus en plus invasifs, conduits par une succession de médecins, de naturalistes et de philosophes que le châtelain faisait venir à grands frais de Paris, Londres, Vienne ou Berlin. Ces savants, fascinés par ce cas unique au monde, multipliaient les expériences avec un enthousiasme scientifique qui leur faisait parfois oublier qu'ils avaient affaire à un être humain. Ces examens, présentés comme indispensables pour comprendre sa condition, testaient les limites de l'insensibilité d'Agnès avec des méthodes toujours plus raffinées et invasives. Les scientifiques appliquaient des acides dilués sur sa peau pour mesurer ses seuils de réaction, l'exposaient à des températures extrêmes dans des caissons spécialement conçus, pratiquaient des stimulations électriques obtenues par des machines génératrices perfectionnées. Chaque séance était minutieusement consignée dans des carnets qui s'accumulaient dans le bureau de Montcalm, transformant Agnès en objet d'étude permanent. Photographie au daguerréotype, moulage en plâtre de ses mains et de ses pieds, prélèvement de cheveux et d'ongles pour analyse chimique. Tout était documenté avec une précision maniaque qui faisait de sa personne un spécimen scientifique vivant. Agnès, maintenant âgée de 11 ans et dotée d'une intelligence précoce qui lui permettait de comprendre parfaitement ce qui lui arrivait, commençait à montrer des signes inquiétants de lassitude et de révolte face à ces examens répétés. Elle, qui n'avait jamais exprimé de souffrance physique, manifestait désormais une forme de souffrance morale profonde, se montrant apathique, renfermée, parfois même ouvertement hostile aux visiteurs qui venaient l'étudier. L'événement qui allait tout faire basculer de manière irréversible se produisit pendant l'hiver particulièrement rigoureux de 1823, lorsque la température descendit jusqu'à -20 degrés et que la Loire gela complètement pour la première fois depuis des décennies. Un médecin allemand réputé, le docteur Heinrich Kellner, spécialiste éminent de l'anatomie nerveuse et professeur respecté à l'université de Berlin, était venu passer plusieurs semaines au château pour étudier Agnès dans le cadre de ses recherches révolutionnaires sur la transmission des sensations douloureuses. Kellner, homme froid et méthodique de 55 ans, aux cheveux blancs toujours parfaitement ordonnés et aux lunettes cerclées d'acier qui lui donnaient un air de rigueur scientifique implacable, avait développé une théorie révolutionnaire selon laquelle l'insensibilité à la douleur pourrait être liée à une malformation précise du cerveau ou de la moelle épinière, anomalie qu'il pensait voire localisée et peut-être même corrigée par intervention chirurgicale directe. Il proposa à Montcalm une expérience d'une audace scientifique inouïe pour l'époque. Pratiquer une trépanation exploratoire sur Agnès, c'est-à-dire percer un petit trou dans son crâne pour observer directement le tissu cérébral vivant et identifier les structures responsables de son insensibilité. Cette intervention, extrêmement dangereuse même dans les meilleures conditions, était justifiée selon lui par l'insensibilité théorique de la jeune fille, qui ne souffrirait pas de l'opération. Imaginez, expliqua-t-il à Montcalm dans le grand salon du château, déployant des planches anatomiques détaillées sur la table de marbre. Imaginez les avancées considérables que nous pourrions accomplir pour l'humanité entière si nous parvenions à comprendre le mécanisme exact de cette anomalie. Nous pourrions développer des traitements pour tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques, révolutionner la chirurgie en supprimant la souffrance opératoire, ouvrir des horizons thérapeutiques inimaginables. Montcalm, aveuglé par son obsession scientifique et enivré par la perspective de passer à la postérité grâce à cette découverte révolutionnaire, accepta le projet après plusieurs jours de réflexion.
L'idée de voir son nom associé à une avancée médicale majeure, de recevoir peut-être les honneurs de l'Académie des sciences, d'entrer dans l'histoire comme le mécène d'une découverte capitale, lui faisait oublier toute prudence. Il fallut cependant obtenir l'autorisation formelle des parents, formalité légale que Kellner et Montcalm espéraient accomplir sans difficulté majeure. Ils présentèrent l'intervention comme une simple exploration scientifique, minimisant délibérément les risques considérables et exagérant les bénéfices potentiels pour Agnès elle-même. Selon eux, cette opération pourrait même permettre de comprendre et éventuellement de traiter sa condition. Pierre et Marie-Louise, intimidés par l'autorité de ces hommes savants qui parlaient un langage scientifique qu'ils ne comprenaient qu'à moitié, et persuadés qu'ils agissaient pour le bien de leur fille dans l'intérêt de l'humanité entière, donnèrent finalement leur accord après plusieurs jours d'hésitation douloureuse. L'opération fut programmée pour le 15 janvier 1824 dans le laboratoire spécialement aménagé du château. La veille de l'intervention, Agnès fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant dans sa jeune existence. Elle exprima ouvertement sa peur et ses appréhensions. Seule avec sa mère dans le petit salon de leur pavillon, elle confia d'une voix tremblante qu'elle n'avait plus depuis l'enfance. « Maman, j'ai peur qu'il découvre que je ne suis pas vraiment comme il le croit. Pas seulement pour la douleur, pour autre chose aussi. J'ai peur qu'il voie des choses dans ma tête que moi-même, je ne comprends pas. Et si ce qu'il trouve leur faisait peur ?» Marie-Louise, bouleversée par cette confidence inattendue qui révélait les profondeurs insoupçonnées de la psychologie de sa fille, tenta d'obtenir des explications plus précises, mais Agnès se referma dans un silence obstiné qui dura toute la soirée. Cette nuit-là, la fillette ne dormit pas, restant assise à sa fenêtre à observer les étoiles d'hiver qui scintillaient au-dessus des toits du château comme autant de témoins silencieux de son angoisse. Le matin du 15 janvier, une petite délégation de sommités médicales venue spécialement de Paris se rassembla dans le laboratoire de Beauregard avec la solennité d'une cérémonie scientifique historique. Outre Kellner et Montcalm, était en présent le docteur François Brousset, célèbre médecin de la Salpêtrière et théoricien de l'irritation tissulaire, le professeur François Magendie, pionnier de la physiologie expérimentale et membre de l'Institut, et plusieurs autres sommités médicales de l'époque venues témoigner de cette expérience révolutionnaire. L'atmosphère était solennelle, presque religieuse, chacun ayant conscience de participer à un moment historique de la science médicale. Des dessinateurs avaient été engagés pour immortaliser chaque phase de l'opération, et un secrétaire prenait note de tous les détails pour la rédaction du rapport qui serait soumis à l'Académie de médecine. Agnès fut installée sur une table d'opération improvisée, recouverte de draps blancs immaculés et éclairée par une batterie de chandelles et de lampes à huile qui donnaient à la scène un aspect théâtral inquiétant. Sa tête fut immobilisée dans un étau de cuir rembourré et ses bras attachés le long de son corps pour éviter tout mouvement intempestif pendant l'intervention. Kellner avait préparé ses instruments avec un soin méticuleux. 6 circulaires miniatures importées d'Allemagne, très fines d'argent finement ouvragées, sondes graduées pour explorer le tissu cérébral, pinces délicates pour écarter les chairs. Tout était prêt pour cette exploration qui devait révéler les secrets neurologiques de son cerveau extraordinaire. Mais au moment précis où la lame de la scie toucha le cuir chevelu d'Agnès pour entamer la première incision, quelque chose d'absolument inattendu et bouleversant se produisit. Pour la première fois de sa vie, la jeune fille poussa un hurlement de terreur et de douleur, d'une intensité inhumaine qui glaça le sang de tous les présents et fit trembler les murs du château. Ce cri, d'une puissance et d'une détresse inouïes, sembla jaillir des tréfonds de 13 années de souffrances muettes, accumulées et refoulées. Agnès se débattit avec une violence extraordinaire qui sidéra l'assistance, brisant les sangles de cuir pourtant solidement fixés, renversant les instruments chirurgicaux dans un fracas métallique, griffant sauvagement le visage de Kellner qui tentait désespérément de la maîtriser. « Arrêtez !» hurla-t-elle d'une voix que personne ne lui connaissait, une voix rauque et désespérée qui semblait venir du plus profond de son être. « Arrêtez! Je sens tout. J'ai toujours tout senti.
La douleur, la brûlure, les coupures, chaque blessure, chaque examen, tout. Mais je ne pouvais pas le montrer. Je ne pouvais pas. Cette révélation stupéfiante figea l'assistance dans un silence de mort. Tous ces savants, ces hommes de science venus observer un phénomène médical extraordinaire, se trouvaient soudain confrontés à une vérité qui bouleversait toutes leurs certitudes et remettait en question des années de théorie et d'observation. Agnès, effondrée sur la table d'opération dans sa robe blanche tachée de larmes, continuait à sangloter des explications décousues qui révélaient l'ampleur tragique de son sacrifice. Quand j'étais petite, les premières fois où je me suis brûlé, mes parents étaient si effrayés, si malheureux de me voir souffrir. J'ai compris qu'il ne fallait pas que je pleure, que je ne crie pas, que je ne montre jamais ma douleur. Alors j'ai appris à ne rien laisser paraître, à serrer les dents jusqu'à me faire mal aux mâchoires, à sourire malgré la souffrance qui me dévorait, à transformer chaque cri en sourire. Mais maintenant je ne peux plus. Je ne peux plus faire semblant. J'ai trop mal. J'ai mal depuis si longtemps. La confession déchirante d'Agnès provoqua un effondrement général de toutes les certitudes scientifiques et humaines qui avaient entouré son cas pendant 13 années. Les médecins présents, abasourdis par cette révélation qui anéantissait des années de recherches et de théories, réalisaient qu'ils avaient été les victimes involontaires d'une mystification d'une ampleur et d'une sophistication inouïe. Kellner, le visage marqué par les griffures d'Agnès et les mains tremblantes de saisissement, rassembla ses instruments chirurgicaux dans un silence de cathédrale. Son projet d'exploration cérébrale révolutionnaire venait de s'effondrer en quelques secondes, mais il venait de découvrir quelque chose de peut-être plus extraordinaire encore que ce qu'il cherchait. La capacité humaine à transformer une faiblesse en force, une souffrance indicible en instrument d'amour familial. Montcalm, profondément ébranlé, comprit qu'il avait été l'artisan involontaire d'une imposture scientifique majeure. Il ordonna immédiatement la destruction de tous les documents relatifs aux recherches menées sur Agnès et présenta ses excuses les plus humbles à la famille Bertrand. Agnès s'effondra physiquement et moralement. 13 années de souffrance dissimulée avaient miné sa santé, et l'aveu de son imposture la plongeait dans un sentiment de culpabilité écrasant. Elle tombait gravement malade pour la première fois de sa vie. Pierre et Marie-Louise découvraient avec horreur l'ampleur du sacrifice consenti par leur fille. Cet enfant qu'ils avaient cru handicapé avait en réalité supporté des souffrances inimaginables pour leur épargner l'angoisse de la savoir vulnérable. Dans les semaines qui suivirent, Agnès expliqua ses méthodes: concentration sur des images apaisantes, contrôle de la respiration, détachement mental. « Je voyais comme vous étiez malheureux », confia-t-elle à sa mère. « Je ne voulais pas que vous sachiez que j'avais mal, parce que alors vous auriez eu encore plus mal que moi. » En mars 1824, la famille quitta Beauregard pour s'installer à Riom. Montcalm leur avait constitué une rente confortable en réparation. Agnès grandit dans cette nouvelle ville où personne ne connaissait son histoire. Elle se maria à 19 ans avec Jean-Baptiste Corneille, notaire de Thiers, et lui donna 3 enfants normaux. Mais Agnès garda jusqu'à sa mort en 1868 une particularité troublante. Elle ne manifestait jamais la moindre douleur. Cette insensibilité apparente était devenue une seconde nature qu'elle ne put jamais abandonner. À sa mort, on trouva dans ses affaires un journal intime où elle avait consigné pendant 40 années chaque douleur ressentie et cachée. Ces milliers de pages constituaient peut-être l'étude la plus complète jamais réalisée sur la souffrance humaine. Ce journal, découvert par son fils Alexandre, révélait l'ampleur vertigineuse du sacrifice. Plus troublante encore, Agnès avait transmis ces techniques à ses enfants, leur enseignant des exercices de contrôle présentés comme des jeux. Alexandre réalisa qu'il possédait lui-même une résistance à la douleur supérieure à la normale. Face à ce dilemme moral, il rédigea un mémoire complet qu'il légua à la bibliothèque de Riom, avec instruction de ne l'ouvrir qu'en 1900. Dans les cercles médicaux, l'affaire suscitait des débats passionnés.
Kellner publia un traité révolutionnaire sur les mécanismes psychologiques de résistance à la douleur. Magendie abandonna la physiologie pure pour étudier les interactions entre mental et physique, devenant précurseur de la psychosomatique. L'Église fut troublée par les implications théologiques. Une enquête ecclésiastique conclut qu'Agnès témoignait d'une élévation morale qui confine à la sainteté sans présenter de caractère surnaturel. Malgré les efforts de discrétion, des rumeurs persistaient. Dans les auberges, on parlait de « la femme de Pierre d'Auvergne ». Seuls quelques initiés connaissaient la véritable histoire. En 1890, le journaliste Lucien Valdoré enquêta sur les mystères médicaux de la Restauration. Son article fit sensation, posant des questions fondamentales sur la nature de la volonté humaine. Au tournant du XXe siècle, l'histoire intéressa les premiers psychanalystes. Freud y vit une illustration de ses théories sur la sublimation. Les spécialistes modernes s'intéressent encore à ce cas exceptionnel. En 1900, le mémoire d'Alexandre fut ouvert à la bibliothèque de Riom. Mais une question demeure sans réponse. Agnès a-t-elle réellement ressenti toutes les douleurs qu'elle décrit, ou a-t-elle inventé ses souffrances pour rationaliser ses capacités? Cette ambiguïté fait de son histoire un mystère moderne, non plus celui d'un phénomène inexplicable, mais celui d'une vérité qui se dérobe au moment où elle semble se révéler. Aujourd'hui encore, dans les rues silencieuses de Clermont-Ferrand, certains anciens prétendent entendre parfois, les soirs d'hiver, les pleurs étouffés d'une enfant qui refuse de crier sa douleur. Légende ou réalité? L'histoire d'Agnès Bertrand nous rappelle que derrière chaque sourire se cache peut-être un courage insoupçonné, et que les plus grands héros sont souvent ceux qui souffrent en silence. Cette femme morte depuis plus d'un siècle nous interroge encore sur les mystères de notre propre cœur et sur les capacités extraordinaires qui sommeillent en chacun de nous. Car au final, nous portons tous nos propres secrets, nos propres héroïsmes silencieux. Vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, vous êtes-vous demandé ce que vous auriez fait à la place d'Agnès? Auriez-vous eu le courage de porter seul un tel secret pour protéger ceux que vous aimez? Croyez-vous que tout a été révélé sur cette femme extraordinaire, ou pensez-vous qu'elle emporte encore des mystères dans sa tombe? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires qui défient notre compréhension du possible, et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'interrogent sur les limites de la nature humaine. Car après tout, qui sait quels secrets extraordinaires se cachent derrière les apparences de notre quotidien?